tout Vous cas. vouliez plutôt parler de Lausanne ou de Goyave? Alors là, vous posez la question à moi ou à À Mme Arnaud, puisque c'est Arnaud? vous Oui, qui, oui. qui Eh ben, organisez le... moi, je pense que l'exposition s'est quand même orientée, s'est déclenchée par rapport au séjour qui a eu lieu à Lausanne. Donc, je pense que ça serait bien de parler plus précisément de ça. Et parce que ça a représenté quand même quelque chose d'assez important, même si ça a été assez silencieux finalement, ce passage à Lausanne, qui a représenté plusieurs années. Et donc, qu'est-ce que ça a représenté? Qu'est-ce qui s'est passé à Lausanne? Béatrice, vous voulez répondre ou je réponds? C'est plutôt vous, vous étiez avec la famille. Oh là, oh, je n'entends rien. Ah, alors il y a peut-être un problème de son là. Est-ce que vous avez entendu? Ah, Non, Béatrice? est-ce qu'elle parle de Lausanne? oui, Est-ce qu'elle Oui, parle de ce qui s'est passé à Lausanne? oui, c'est ça. Voilà. je vous disais, puisque vous étiez avec la famille, avec les deux écrivains et leurs enfants, qu'est-ce qui s'est passé d'important à Lausanne pour eux? Eh bien, à Lausanne, ce qui s'est passé, il y a eu déjà la sortie de la mulâtresse solitude, puisqu'ils habitaient déjà à Lausanne, et ainsi que Télumé, Plus Évent sur Télumé aussi, qui est sorti, ils étaient à Lausanne. Et elle a commencé ses écrites sur Tijan l'Horizon aussi. Mais la Ça, naissance c'est de Simone. Télumé, la finition de la mulâtresse, moi, j'y étais. La mulâtresse, c'était quand à sa sortie, je venais d'arriver. Mais Télumé, j'ai vu la naissance de Télumé et comment ils travaillaient. Et la sortie aussi, des interviews, il y a eu des rencontres. Elle s'est déplacée souvent pour aller représenter aussi son ouvrage. Et en même temps, il y avait la mulâtresse qui était un peu pas en marche, mais à côté, qui faisait son petit parcours. Voilà. C'est-à-dire que André Schwarzbart a publié La mulâtresse en 72 et Simone Pluévent sur Télumé. Et en 67, ils ont publié ensemble le premier volume, Le plat de porc aux bananes vertes. Ça, oui, je Vous l'écoutais n'étiez pas encore là. quand ils étaient sur Paris et ils partaient un peu sur, venaient partir aussi sur enfin après le Sénégal, ils étaient encore sur Paris, mais ils n'étaient pas encore à Lausanne. À Lausanne, ce que je me rappelle qui est sorti, c'était, de toute façon, c'était la mulâtresse solitude, c'était ça qu'il avait fini. En 72, vous êtes arrivé en 71 dans la famille. J'étais avec 72. Vous les avez vus écrire au café, à la maison. Ils ont écrit chez eux. Ils avaient tout l'étage. L'étage, c'était leur lieu. J'avais chacun leur chambre où ils écrivaient et il y avait une grande bibliothèque. Dans la maison. Que chacun, oui, ils avaient leur chambre. Chacun écrivait dans leur chambre de leur côté et il y avait, Simon avait sa chambre à côté et lui, il avait sa grande chambre où il y avait que des manuscrits, impossible de rentrer. Voilà, c'était sa machine et tout, et puis les feuilles tout autour, son micro, où il s'enregistrait aussi. Et Cici avait à côté, elle avait elle avait sa place aussi à côté, une grande chambre où elle faisait aussi ses écrits. Et il y avait une grande bibliothèque avec tous les ouvrages, avec toutes les choses qu'ils faisaient des recherches. Et quand ils étaient fatigués de la maison, ils partaient, ils ramassaient tout, ils partaient au café de la gare. Parce que comme Jacques, il aimait la musique, il mettait, jouait, et puis ça dérangeait. Il partait un peu pour souffler, sortir de la maison. Voilà. Et après, les finitions, ils partaient ils avaient des amis à eux, où ils allaient travailler, qui leur prêtaient un pavillon, un lieu où les gens ne s'occupaient pas, et ils étaient tranquilles. Et nous, Et
ils venaient aussi, hein, ils ne laissaient pas tomber les enfants, ils étaient chez eux. Mais des fois, pour partir peut-être 4-5 jours, mais ils revenaient. Et qui s'occupait des enfants? C'était vous? Oui. Qui s'occupait des enfants? Eh ben moi, c'était moi qui étais là avec eux parce qu'elle m'a fait confiance. Simone. C'était ça. Oui, c'était une maman qui adorait, c'était ses enfants. Mais il y avait des impératifs, il fallait faire, et le père aussi, hein, il était présent quand il fallait être, mais quand je pouvais travailler, il partait pas un mois, ni une semaine, hein, c'était 3-4 jours, mais on était en constance, on était en moins petite chose, c'était pas loin. C'était au moins à 30 km de Lausanne, c'était pas loin, c'était là. Hein. Donc, en fait, ils travaillaient, Oui. ils avaient besoin de s'isoler, quitte à quitter la maison pour pouvoir écrire. Quitter la maison, oui, pour écrire, pour finir surtout les moments difficiles. C'était la fin, quand c'était la fin des ouvrages, il fallait rentrer dedans, être vraiment, puisque les éditions des Seuils les appelaient, il fallait faire une diligence, il fallait qu'elles terminent. Et puis des fois avec les enfants, c'était pas évident. Hein. Et La- est-ce qu'ils travaillaient parfois ensemble? Est-ce qu'ils lisaient? C'était voilà, et ça parlait fort, ça, oui, voilà, oui. Béatrice, est-ce qu'il arrivait que le soir, par exemple, Simone donne à lire à André, André donne à lire à Simone, où ils discutent ensemble de leurs œuvres, où chacun travaillait de son côté? Oui, il se faisait, puisqu'ils étaient à l'étage. Et l'étage, il n'y avait que ça. À Il y avait que eux deux travaillant. au bureau, où ils échangeaient, où ils parlaient de tout. Et après, certaines, non, parce que nous-mêmes aussi, ils en parlaient, ils nous racontaient un peu, mais c'était un peu leurs histoires. Parce que pour bien comprendre l'histoire, il faut y aller du début jusqu'à la fin. Et c'est après, quand l'ouvrage sortait, qu'on pouvait. Mais ils échangeaient, ils parlaient de tout. Hein. Je comprends. Et puis, après, il y a eu des choses aussi, ces moments à lui. Il avait ces moments à lui où on le voyait comme s'il partait, il se renfermait un peu. C'était ces moments perso où on sentait qu'il n'était pas trop, il n'était pas. Il y avait un truc qui lui passait, peut-être qu'il remémorait un peu sa jeunesse, son enfance. Voilà. La guerre, la guerre. Oui, oui. Oui, surtout quand il y a eu la guerre en Israël. Là. Je me rappelle. En 73, Oui, oui. vous vous rappelez de sa réaction? Même partie, je crois. C'était Oui, même oui, partie, donc il avait. Tout ça, là, c'était des moments forts pour lui. On le sentait je comprends. Et à Lausanne, il avait des amis, vous avez dit. aussi. Oui. Des amis, ils avaient des amis antillais et des amis juifs. Ah oui, oui, ils avaient ces amis juifs, puisque nous, très souvent, ils allaient chez, par exemple, les Alpérins à Genève, où ils faisaient le fête juive. Et il y avait aussi un jeune qui était orphelin, qu'il connaissait, qui était très souvent invité à manger le dimanche avec lui et qui échangeait. Je crois que c'est un jeune qui a été recueilli et qui avait perdu ses parents. Mais il y a eu beaucoup de juifs, que ce soit des juifs de Pologne. Je me rappelle qu'il y avait une dame qui venait souvent le voir pour parler de son fils, je ne sais pas bien, j'oublie le nom de son fils qui était en prison et et elle venait pour parler. Voyez, il y a eu beaucoup de rencontres. Est-ce que c'était Madame Goldman, la mère de Pierre et de... Je crois. Madame Goldman, la maman de Pierre Voilà. Goldman? Ils rencontraient souvent. Elle venait à Lausanne. Hein, Parce que je sais que la maman de Pierre Goldman, pour le sujet de son fils. elle avait été dans la résistance la même que André. Oui, Et, ben voilà.
Bon, parce que vous voyez, il y a plein de gens que je ne connais parce qu'ils avaient des noms très difficiles. Mais je vois un peu ces images. Mais il était là. Hein. C'était pareil aussi quand les Antillais avaient des problèmes et venaient voir Simone ou André et restaient à parler avec lui. Et lui, il était là puisqu'il comprenait le créole, il connaissait la mentalité aussi, parce qu'il a vécu avec, il a côtoyé des Antillais là-bas, même à Paris. C'est ce que j'avais entendu dire, qu'il savait le créole au moment où il a rencontré Simone. Ce qu'il nous emmène, oui. Oui, allô? Oui, pour Sissi? Arnaud, Oui, vous avez une question? j'ai une question peut-être pour les gens qui sont moins familiers à l'œuvre d'André, de Simone. Dans l'interview de Pierre Desgros qu'il a faite quand ils étaient à Prilly, en 64, je crois, enfin, je ne suis pas sûr de l'année, André Schwarzbart disait qu'il y a quelque chose qui avait changé sa vie, c'est d'avoir un foyer. Bien sûr. Et qu'est-ce que ça a représenté? Qu'est-ce que ça a représenté pour lui d'avoir un foyer? Ah oui, c'était sa famille. Il avait une vie. Oui. Une vie, parce qu'il avait ses 2 garçons, qui étaient un peu le prénom de ses frères, mais il avait sa famille, cette famille qui était les prénoms de ses yeux. Il fallait voir ça. Il avait ces moments, lui, avec les garçons, qui c'était eux. Et nous, on était à côté, on ne les interrompait pas. Hein. C'était leur moment intime qui parlait avec ses fils. Des choses, c'était extraordinaire. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas, voir comment il les chouchoutait, toujours. Moi, je les ai vus, 9 ans, 10 ans. Et puis, n'en parlons pas de son épouse, de Sissi. Moi, c'était elle qui faisait tout. Lui, il était là, passif, il voit les choses et tout. Mais elle pouvait compter sur lui, quelles que soient les choses. Et Francine, qu'est-ce que vous diriez de ce qu'a représenté le foyer pour André? Ah, mais c'était un foyer vraiment extraordinaire. Hein? Oui. Moi, j'ai jamais. Ma mère et mon père ont été divorcés depuis tout petit, mais j'avais quand même mes grands-parents qui étaient extraordinaires. Et là, je découvrais un autre monde, puisque moi, j'étais loin de tous, mais j'ai jamais senti que j'étais quelqu'un d'autre. Mais j'étais là, j'avais ma place. J'avais ma place autour d'eux. C'est une chose que je ne peux pas oublier. J'avais mon fils avec moi après. Mais j'avais ma place autour d'eux, que ce soit Jacques Bernard, Sissi, Douchka, parce qu'après, on l'appelait Douchka après, quand on est rentré en Guadeloupe. Moi, j'ai passé, ça a été les meilleurs moments de ma vie. Et je le redis, cette famille, mon ressenti, j'étais heureuse d'être avec eux. Et je les ai suivis. Parce qu'il n'y aurait pas eu un truc, je ne serais pas restée. Je ne serais pas revenue avec eux. J'étais là. Ils m'ont apporté beaucoup de choses. Mais tous les sorties qu'ils faisaient, j'étais avec eux. Je me rappelle, on allait chez Maestro, mais il y avait un monde que moi, je découvrais. Chez Maestro Polo, à l'Institut maïeutique. Oui, voilà. J'avais ma place. Même un jour, je vous dis entre parenthèses, il y a Maestro qui est venu leur demander la permission de m'emmener au concert. Parce qu'il voulait leur demander ma main. Mais j'avais 26 ans. Il en avait 56. Et puis moi, j'étais pas du tout. J'étais pas du tout. Et là, j'ai dit, ah non, mais c'est quoi ça? Mais je suis pas prête, je ne me vois pas. Non. Voilà. Mais il est passé, pas pour moi, par moi, il est passé par André. Par Simone, par André. Je vous demande la permission. Alors, voilà. J'ai dit, mais non, je peux pas. Voilà. Alors, Et vraiment, oui. Bon.
Arnaud, Oui, Oui, pour répondre à votre question sur la place pour André du foyer qu'il a en fait développé à Lausanne. Ils se sont mariés en 61 à Paris, 1961. Ils ont vécu à Dakar de 1961 à oui, oui, 1962. voilà. Et puis, ils se sont installés à Lausanne. Est-ce que c'est en 64 Béatrice, c'était en 1964 qu'ils se sont installés à Lausanne. En tout cas, ils ont commencé à vivre avec le deuxième enfant. Aimé Bernard, oui. Jacques est né, Non, je ne connais Jacques est né en décembre 1962. Donc, à partir de 63, ils étaient une famille de 4 personnes. pas. Et Oui, c'était André, une famille de 4 à Goyave. Parce que déjà, c'était une famille de 3 à Dakar, puisque voilà, Bernard est né. Et ensuite, elle est rentrée enceinte en Guadeloupe, où il y a eu la naissance de Jacques en décembre. Voilà. 62. Et donc, voilà. Voilà, et ils sont venus à Lausanne parce que un ami d'André, Pietro Sartero, je crois, Oui, Sarto. oui, qui appelait Sarto, pardon, Pietro. C'est de la Pietro part de Sarto, qui était peintre, leur a dit si vous voulez travailler calmement, venez en Suisse. Voilà. Et moi, je vous avais raconté hors micro que la maman d'André était née en Suisse. En fait, les grands-parents étaient nés en Pologne de, de Oui, Louise, et puis la maman d'André, Louise, est née en Suisse déjà, à Mhm. Zurich, et elle oui. a grandi à Genève. Il est né à Genève ou à Zurich. Elle est née à Zurich, elle a grandi à Genève, et sa Donc, maman et sa sœur, malheureusement, sont mortes à Genève et elles sont enterrées à Genève. Donc il y avait déjà un lien d'André avec la Suisse, voilà. et, Ah oui, et il connaissait un petit peu déjà la Suisse, et voilà. il était comme ça loin de Paris, mais pas trop. Et il adorait sa sœur qui habitait au Luxembourg. Et donc, il était comme ça avec d'un côté sa sœur au Luxembourg, Paris avec son éditeur et plus tard éditeur de Simone, et puis les enfants qui allaient au lycée français Les à enfants, Lausanne. voilà. Ils ont grandi, mais à l'école primaire, ils étaient dans une école suisse et après, ils ont été dans une école française à Lausanne. Mhm. Voilà. Voilà, et ils étaient en contact avec beaucoup de À une francophones. école privée. Oui. Et ils allaient à la bibliothèque de Lausanne quand ils en avaient besoin, travailler dans les cafés, rencontrer leurs amis. Ils allaient au sport d'hiver. Et puisqu'il n'y avait pas d'informatique, hein, ils allaient faire des recherches. Et puis lui, il recevait déjà beaucoup d'ouvrages. Chaque fois Ah, qu'il y avait un auteur on lui envoyait. Et très souvent, s'il y avait un truc qu'il voyait que je m'allais, il me dit, tiens, tu vas me lire, vous allez me lire ça, et après on va faire, on va conclure, on va parler de cet ouvrage pour voir comment j'avais compris. Et surtout, c'était intéressant parce qu'en hiver, il fait froid, alors on n'a pas envie trop de partir. Mhm. Donc j'avais ma chambre, j'avais mon univers à moi, et puis ça se passait très bien. Mais vraiment, pour moi, c'était comme une seconde vie, une famille, une autre famille, avec les enfants c'était moi, avec Béyou, ce que ceci. On faisait les choses, je les accompagnais un peu. Ils allaient à la piscine, ils allaient faire leur judo, ils avaient leurs copains aussi, dans les anniversaires. Donc, il y a eu ce lien qui est resté et toujours. Et puis j'étais là. Voilà, je faisais mes sorties, je faisais mes aussi, hein, je profitais de tout. Mais quand il y avait un truc, j'étais là. On dormait des fois quand nous étions trois sur le grand lit, chacun sur un bras. ah, Mhm. c'est joli. Oui, voilà, chacun sur là, l'autre à côté. On était ensemble là.
Voilà. Et puis, ils avaient leur chambre. Mais quand les parents n'étaient pas là, j'étais là. Et est-ce que pour Simone, Lausanne, ce n'était pas trop froid? Mais ça, je faisais. Celui-là, Jacques, il m'a dit certaines choses, je faisais. Et donc, ça se passait bien. Et il y avait toujours les parents au téléphone, hein. Voilà. Et même vous-même, on s'est rencontrés par la voix. Quand Oui, vous appelez pour, c'était la préparation du thèse. Et je me rappelle, il y a eu toute cette année qu'il appelait. Bon, il était pas là, ou bien je notais. Il y avait un carnet où il y avait les gens qui appelaient, qui devaient appeler impérativement, et il y a d'autres, les gens qui appelaient comme ça. Mais il n'aimait pas trop les journalistes, hein. c'est vrai. Du tout, qu'on l'interview et tout. Mais quand il rencontrait des gens qui l'aimaient parler, c'était il avait ses phrasés, il avait ses mots, et il était à l'aise, tout. Il avait son monde à lui, hein, qu'il aimait être pour faire le partage. C'était extraordinaire, hein. Il aimait bien Lausanne, même si c'était une petite ville qui était froide, mais il y avait une espèce de respect des gens. Est-ce que, Voilà. est-ce que l'écriture qu'ils ont fait tous les deux, Simone et André, est-ce que ça a démarré à Lausanne, ou est-ce que ça avait déjà eu lieu avant, ou comment est-ce que ça s'est passé, ça? Oui, ils avaient déjà écrit un plat de porc aux bananes vertes. C'était fait déjà, sorti depuis un petit moment. Mhm. Voilà. Mais c'était à Lausanne. Comme pour parler un peu, par exemple, sur la mulâtrie solitude, s'il y avait des choses aussi que Simone connaissait, ils ont eu un échange. Mais après, elle s'est lancée dans ses écrits pour l'histoire de Télumé. Oui. Là, quand on regarde l'histoire de Télumé, c'est un peu notre histoire. Je me retrouve un petit peu comme au temps de ma grand-mère, qui habitait la campagne. Je dis, mais c'est exactement ça. Il y a cette similitude. Donc, lui, il a aidé à taper, à faire, mais elle a fait ses écrits sur la mulâtresse. Pas la mulâtresse, sur Télumé. Sur Télumé. Voilà. Et André a continué à travailler tout seul sur la mulâtresse solitude, puisqu'il a écrit, il a écrit seul la mulâtresse. Lui, il a fait sa mulâtresse, c'est lui, parce qu'il avait déjà commencé après un plat de porc. Et donc, chacun ont pris leurs écrits en main. Et après, il y a eu Télumé, c'était Cécile qui a fait ses appels. Lui, il était là pour l'aider s'il y a un truc elle n'a pas compris, ou pour l'aider à taper. Il était là. Après, elle s'est rentrée dans Tijan aussi. Ce sont on sent quand même que ça sort des tripes, hein. Mais il connaissait l'histoire, il connaissait tout. Et donc, il pouvait le faire. C'est lui aussi qui l'a initié plus ici à l'écriture. Mais là, quand on l'écoute, quand on la voit, on sent que c'est une femme qui aime ce qu'elle fait. Voilà, on la sent que ça sort à l'intérieur. Une des artistes de l'exposition a dit Oui. Comment fait-on pour écrire à quatre mains? Est-ce qu'il se passait, est-ce que vous avez assisté, ou Francine, est-ce que vous savez comment les choses s'élaboraient? Ces 80 après, il y a eu les 80 pour le plat de porc, mais la suite, je crois qu'elle est plus amabilité à dire, parce qu'elle a été, c'était qui a été la maîtresse donc pour chercher, pour pouvoir, après le décès, elle est aidée Sissi à rentrer dans ce monde, puisque c'était pas facile, comme il ne voulait pas publier. Donc, il faisait ses écrits sur les petits bouts, sur les carnets, sur les choses. Et après, les Francine connaissent cette histoire. C'est grâce à elle qu'elle a pu poursuivre les quatre mains. Voilà. C'est-à-dire que moi, au départ, j'ai travaillé surtout sur le dernier des Justes. Et j'ai rencontré André à l'époque où il s'était déjà installé à Lausanne, où il vivait à Lausanne. Oui. Mais il passait souvent à Paris et moi j'avais... On se connaissait par la voix.
Oui, parce que je travaillais aussi à la télévision Des rencontres. avec Josie Eisenberg aux émissions israélites. Et, mais j'étais chercheur, j'enseignais à l'université. Donc, ce que je sais, c'est que euh, tout de suite, après avoir remporté le Goncourt, André Schwarzbart a dit qu'il allait poursuivre avec une œuvre qui ne serait pas une œuvre juive, qui serait sur un autre sujet. Et en fait, Voilà. c'est une idée qu'il avait eue depuis 1955, à une époque où il fréquentait beaucoup les milieux antillais, donc pas seulement les milieux Et juifs, avant de tout ce monde-là, à les Paris. hivers, il y a eu tous ces... Enfin, c'était quand c'était un peu la négritude avec Présence africaine. le Sénégal. Il y a eu aussi ces amants humoristes. Là-bas, j'oublie son nom. Enfin, il a eu pas mal, hein, parce qu'après, ils ont fréquenté un peu Paris avec Sissi qui arrivait, elle aussi. Voilà. Oui, Sissi, c'est le surnom de Simone. Et même ses enfants l'appellent Sissi parfois. Et Simone est venue Voilà. en 1958 à Paris faire son année du bac, accompagnée par sa maman comme chaperon. Donc Simone a été au lycée Jules Ferry à Paris Comme elle et était elle a passé son institutrice, bac en elle avait ses 1959. boursiers bonifiés et donc la famille pouvait venir. Et elle était venue pour l'installer. Voilà. La maman de Simone. Une bonne soeur. Oui. Voilà. Donc en 59, Simone passe son bac et elle perd sa convocation. Donc elle va rue Vauquelin. Il se trouve que André habitait là-bas L'aventure. et ils se sont rencontrés parce que elle allait chercher un duplicata de la convocation au bac. Et lui, il venait de déposer de quelques jours avant le manuscrit du Dernier des Justes. Et il avait déjà en tête l'idée d'écrire Oui. un roman sur l'esclavage et avec une vieille femme qui serait la narratrice, une vieille femme martiniquaise. Ça, il avait déjà décidé. Ah, Et puis, au début, il a travaillé seul et il a écrit 19 versions et il ne trouvait pas le ton. Et un jour, il demande à Simone de lui envoyer un rappel par lettre parce que, comme a raconté Béatrice, souvent, ils allaient travailler à l'écart. Et ils avaient assisté ensemble à une bagarre entre des enfants qui s'envoyaient des insultes très fleuries, euh, très pittoresques. Et il a demandé à Simone de lui rappeler la scène et le type d'insulte, etc. Et elle lui a envoyé le récit de ce qu'ils ont vu. Et André, il me l'a raconté, a dit, mais oui. tu es un écrivain, je ne peux pas utiliser ton texte. Tu viens d'écrire quelque chose qui est de la littérature. Et c'est là qu'il a dit, si on travaille ensemble. Et alors, quatre mains, euh, je sais que c'est André qui retapait, mais je suppose qu'ils discutaient ensemble. Et d'après ce que j'ai compris, André écrivait, et chaque fois qu'il voulait un épisode, un ton particulier, il demandait à Sissi, à Simone, de rédiger un texte, et il reprenait le texte et il l'insérait, avec la permission de Simone, bien sûr, il l'insérait dans le roman, et avec son ton à lui. Et à la fin, Simone ne voulait pas signer parce que elle trouvait que c'était pas son écriture à elle. Ce qu'elle avait écrit avait été ré, euh, réingurgité, recontextualiser. utilisé dans le contexte du roman, absolument. Mais elle disait, c'est pas mon écriture à la fin. Et André a insisté, il a dit pas du tout. Moi, je signe ce roman avec toi, on l'a fait ensemble. Alors, je sais que j'ai trouvé par hasard, pas par hasard, puisque j'ai dépouillé tous les papiers de la bibliothèque d'André, euh, j'ai trouvé un projet de préface pour la Mulâtresse Solitude
que André a publié seul en 72, pendant que Simone publiait seule en 72, Digeant l'horizon. Voilà. Pluie et vent sur tes lumières miracles. Oui. Et dans ce projet de préface qu'il n'a pas utilisé finalement, il expliquait comment peu à peu, il s'était rendu compte que leurs voix divergeaient. Leur façon de raconter n'était pas la même. Même si, Non, même si oui. ils avaient pu véritablement collaborer. Et ils ont fini par décider que chacun allait écrire de son côté son œuvre. Mhm. Et donc Simone a écrit sa propre œuvre, André a continué La Mulâtresse, le cycle qui devait contenir 6 volumes. Et ce que je ne sais pas, c'est dans quelle mesure les volumes posthumes que j'ai effectivement aidé à dépouiller et à mettre en ordre et à classer à Goyave, puisque j'ai pris tous les papiers, les classeurs, et j'ai fait un classeur pour chaque roman avec les notes de travail, les plans, les personnages, tout ce que j'ai pu rassembler et les textes entièrement rédigés, les textes brouillons, enfin, et avec tout ça, il y avait matière à publication. Donc ça, c'est Simone qui a refait le travail euh, depuis les années 2000, 2006, André est mort. Depuis 2009, elle a commencé donc à publier les œuvres non terminées, mais totalement avancées, d'après ce que j'ai vu. Il y avait des choses qui pouvaient être publiées telles quelles, mais il fallait encore les mettre en forme. Donc, je ne sais pas très bien euh, dans quel... Ce travail à quatre mains est très complexe et Simone ne veut jamais en parler et André ne voulait pas en parler. Ne voulais pas. Mais ce qu'on Je pense que c'est ça. ce qu'on comprend de ce que vous dites, c'est que chacun avait son écriture et que c'était une écriture qui se mélangeait une fois qu'elle était faite, Voilà. en réalité. C'est vrai. C'est exactement ça. Simone, en fait, avait une autre écriture que celle d'André, mais elle m'a expliqué que souvent, il faisait une sorte d'exercice, il discutait d'un épisode, André cherchait le ton, et chacun s'asseyait à sa table et rédigeait l'épisode. Mhm. Et ensuite, il se lisait ce que chacun avait écrit, et très souvent, ça se ressemblait, mais c'était quand même pas la même écriture. Et André donc insérait. Je pense que si. Pardon. On fera les choses, mais chacun, ça revient au même, hein, mais c'est chacun a une façon de voir. Il voyait ça peut-être comme ça, elle le voyait d'une autre façon, donc elle donnait sa version à elle et qui aboutissait, quand on regarde, au même point, d'un petit quelque chose qui est dans le mental aussi. Hein. Voilà, qui se fondent. Les deux textes finissaient par se fondre et André écrivait le roman à partir de toutes ces expériences communes. Mais en fait, l'idée du roman, le plan, les personnages, le projet, les relations entre le roman juif et le roman noir, c'était quand même, le projet d'André. Oui, C'est peut-être un peu difficile de conclure notre réunion qui malheureusement doit prendre fin aussi pour des problèmes techniques de vidéo. Mais est-ce que, Francine, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des publications qui sont prévues par rapport aux manuscrits qui ont été déposés ou alors tout simplement un travail éditorial plus général? Alors, vous savez que Simone a publié à titre posthume L'ancêtre en solitude. Elle a d'abord publié un roman juif qui était pratiquement terminé. Et là, j'ai aussi un peu contribué à combler des trous, puisque je connais la civilisation juive et les allusions que faisait André dans son brouillon quand la phrase n'était pas terminée. Et Simone a mis en forme ce roman juif, L'étoile du matin, qui est apparu en 2009. Ensuite, il y a eu les ancêtres en solitude, qui est l'histoire des filles de Louise, qui elle-même est la fille
de La mulâtresse solitude. Ça, c'est les héroïnes du volume La mulâtresse solitude rédigé par André. Donc, on a déjà euh, Ancêtre en solitude et ensuite Adieu Bogota qui comprend en fait deux textes qui se sont mariés, La mort de Jeanne et Les rêves de Marie. Et alors, ce qui n'est pas encore publié et dont j'ai fait un énorme classeur que j'ai remis à Simone, c'est, j'ai appelé ça Africa. Et en fait, André avait annoncé un roman qui s'appellerait Afrique. J'ai retrouvé de nombreux épisodes euh, totalement écrits, brouillons et textes retapés. J'ai trouvé des textes manuscrits tout à fait magnifiques. J'ai trouvé des plans qui permettent de classer dans l'ordre des feuillets que j'ai également mis dans le même classeur Afrique. Et à mon avis, c'est moins terminé que Ancêtre en solitude et Adieu Bogota, mais ça fait un quatrième volume puisqu'il y a eu Le plat de porc aux bananes vertes, euh, La mulâtresse solitude, Ancêtre en solitude, Adieu Bogota, et il manque Afrique, ça fera 5. Pour terminer l'œuvre, oui. Pour terminer l'œuvre. Et je pense que Simone, en fait, a repris ce qui était directement utilisable des textes d'André, des textes qui étaient pour certains retapés et terminés, et pour d'autres, je le dis, des brouillons très avancés. Et avec les plans, on pouvait reformer le volume. Et donc, le volume Afrique serait le 5e. Je ne vois pas de 6e volume de La mulâtresse. En revanche, il devait y avoir un 7e volume qui devait être un volume juif où on pénétrait à Auschwitz et où un survivant d'Auschwitz racontait comment il avait survécu à la destruction de son peuple et de sa civilisation. Et ça, on le retrouve dans l'Étoile du matin. Donc André avait prévu 6 tomes antillais et un tome juif à la fin, qui est un peu l'ancêtre en solitude, qui est un peu l'Étoile du matin paru en 2009, mais il y a aussi un dernier roman sur lequel j'ai beaucoup travaillé, que André a peut-être détruit ou qu'il n'a sûrement pas terminé et qui devait s'appeler Kaddish. Et en ce moment, on travaille dessus pour essayer de reconstituer ce qui devait être le tome 7. Il avait annoncé ça en 1967. Il avait dit, après le dernier des Justes, il y aura 6 tomes d'un cycle antillais et un dernier tome, un 7e, qui sera un tome juif sur la Shoah. Donc, il y a une forme de lien, presque de génération entre les livres. Ah, moi j'ai beaucoup travaillé sur les liens entre les livres qui, en fait, pour résumer, je vais très vite, mettent en valeur les deux civilisations qui ont été victimes de préjugés et de persécutions de la part de l'Occident. Et il ajoute même Occident chrétien, c'est-à-dire élevé dans la tradition chrétienne d'Occident, et qui avait l'habitude de se considérer comme supérieur à certaines races. Par rapport aux Juifs, il considérait que les Juifs étaient les déicides, les suppôts du diable, etc. Il y avait énormément de préjugés. Ils étaient mis à l'écart dans des ghettos, dans des zones qui leur étaient réservées. Et ils n'avaient pas le droit de faire tous les métiers, ils n'avaient pas le droit de fréquenter les chrétiens, donc ils étaient, voilà, ils étaient une sous-race pour les chrétiens en Occident, et ils voulaient montrer que pour les Antillais, mais en fait ils parlaient des Martiniquais, ils parlaient des îles Caraïbes qui pour lui représentaient en fait une partie de l'esclavage récupéré par la colonisation. Il a commencé ses romans à l'époque où les esclaves servaient les colons.
et il y avait les mêmes préjugés. On considérait qu'ils n'avaient pas la capacité de souffrir comme un blanc. Les Juifs, on disait que c'est parce qu'ils étaient des suppôts du diable et que donc ils ne souffraient pas. Et les Noirs, on disait qu'ils ne souffraient pas parce qu'ils étaient des sous-hommes et qu'ils ne ressentaient pas la souffrance de la même manière. Et il y a beaucoup d'épisodes dans les romans juifs et dans les romans noirs qui mettent en relation les préjugés qui ont frappé juifs et noirs, les persécutions, les tueries, les massacres et la révolte des Noirs contre la volonté de rétablir l'esclavage, et du côté juif, le ghetto de Varsovie, Israël, qui apparaît surtout dans le dernier tome, dont l'étoile du matin n'est qu'une petite partie. Donc en fait, il y a des liens qui se tissent, il y a des expressions qui se retrouvent, il y a des personnages qui se ressemblent entre juifs et noirs, comportements identiques de réactions très dignes et très, peut-être pas optimistes, mais en tout cas qui refusent de vivre uniquement dans la souffrance et qui met l'accent sur la famille et sur la solidarité, etc. Donc ce qu'André a voulu faire, c'est montrer deux peuples très différents qui n'ont pas vécu le même destin, mais des destins parallèles, parallèles avec des réactions parallèles. Et il a voulu montrer la dignité des Juifs et des Noirs tels que les chrétiens d'Europe ne les connaissaient pas. En fait, ils ne les connaissaient pas. Ils ne les connaissaient que par des romans détournés, mais pas directement. Et ce qu'il a voulu faire, c'est parler en tant que juif. Mais on met déjà un regard qui est différent et on juge les gens comme rien du tout. Ah oui. Mais, voilà. Et entre parenthèses, ça revient un peu. Je me rappelle, on avait des amis aussi qui étaient africains et qui venaient aussi à la maison. Et un jour, à Lausanne, il y a un qui disait, je fréquentais une Martiniquaise à Paris qui était étudiante et quand elle a dit à ses parents qu'il fréquentait un Africain, qu'il était noir, il lui dit, tu as déjà échappé à la peau, à la couleur. Ne va pas comment dire, la sombrir à nouveau. la foncer. Voilà, déjà parce que c'était un petit peu métissé. Et après, quand elle a dit à ses parents qu'elle avait rencontré quelqu'un d'Afrique qui était noir, il disait, tu es déjà un peu martiniquaise, métisse. Un peu échappé, ne va pas l'assombrir à nouveau. Il y a plein de petites choses dans l'éducation aussi, puisque c'était cette souffrance que les gens disaient, oui, voilà, si tu es noir, tu ne vas pas pouvoir aller, tu ne pourras pas faire ceci et cela. Donc, c'était en avant un peu, les gens mettaient ça en avant un peu. Voilà. Bon, mais j'aimerais dire aussi quand même, j'aimerais dire que dans son écriture, il y a aussi de la beauté qui est là et qu'il y a une recherche aussi de la beauté, je pense. Absolument, et oui, mais cette beauté qui est humaine. Oui, pour André, l'écriture devait être à la fois belle et vraie. Il fallait qu'elle soit authentique et vraie. Et il considérait l'écriture. Ce qu'il dit, c'est une vérité, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, c'est une chose, c'est une vérité, et c'est vrai que la vérité, à le dire ou l'entendre, c'est toujours difficile pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est pourquoi il ne voulait pas raconter de choses. On voit les choses quand on est d'une façon, on comprend bien, on rentre dedans, on voit la vérité, on voit aussi la beauté, et puis on fait la part des choses,
on accepte, on continue à vivre en se disant demain sera mieux, demain ça va être meilleur. Voilà. Et ce qu'il voulait faire dans son écriture, c'est dépasser l'horreur. Il ne voulait pas raconter uniquement la souffrance, l'horreur, et il voulait que les mots et les phrases soient comme une flûte. Il emploie très souvent des images de la musique, comme le violon, un violon Oui. dont les cordes bougeraient toutes seules au vent et pourraient traduire la vie. Vous voyez, où la flûte dont le son serait l'expression la plus juste de ce qu'il voulait dire. Pour lui, c'était une parole qui devait être à la fois musicale et artistique. C'était très important. Pas, pas quand ceux qui le perçoivent, qui a eu cette souffrance, et par cette musique-là, qui pouvait adoucir cette souffrance intérieure. Je pense que c'était C'est vrai. Et puis le violon, ça l'accorde, parce que mes grands-parents, ils faisaient du violon aussi, mon père, mais pas le violon classique, le violon de la campagne, où ils jouaient leur biguine, leur quadrille. Mais et c'était un petit son qui vous berce, qui vous fait un truc au cœur quand on l'entend. Voilà. Je pense que c'est une belle note pour finir. Absolument. Et que c'est une note qui est appelée à continuer très longtemps. Et, voilà. On entend l'écho même lorsque la voix s'est tue. Oui. C'est d'ailleurs le sous-titre d'une revue à laquelle André a participé après la guerre, qui avait été créée par des jeunes juifs qui avaient pour la plupart perdu leurs parents, leur famille, et ils ont utilisé comme sous-titre l'écho la voix s'est tue, mais l'écho est encore là, quelque chose de ce genre. Il est encore là. Et c'est vrai que l'écho, ça vous transfère, on ne l'oublie pas, c'est à l'intérieur. Hein. Il y a comme une espèce de vie intérieure avec l'écho. Parce que moi aussi, c'est que j'entendais mon père qui jouait, ça mélodie, puisque je devais avoir 5 ans. Et j'écoutais, et je ne suis pas musicienne, mes enfants non plus, mais par contre, chez ma sœur, il y a un professeur de musique, et mon neveu, et il joue tous les instruments. Et il y a aussi ma petite nièce qui est à Paris aussi, elle fait du violon. Mais chez nous, mes enfants n'ont pas, sauf la flûte un petit peu. Mais moi, j'aime bien écouter, j'aime bien toutes les mélodies et tout. Voilà, j'aime bien écouter tout. Et puis voilà. Enfin, ça n'est pas un hasard si Jacques est musicien. Ah oui. Si Jacques Schwarzbart est musicien. Je vois qu'il a même fait du violon à un moment. Oui. Il a joué à tout. Et son père lui disait, oui, tu veux faire la musique, mais tu passes tes examens. Donc, il a fait sa licence. Il était à la Sorbonne. Et après, quand il a travaillé un petit peu au niveau du Sénat. C'était notre en Guadeloupe. Ex-maire qui est décédé, qui était sénateur. Il a travaillé dans son bureau un moment et après, il est rentré à Guadeloupe. Il a travaillé. Et après, bon, il est parti pour la musique. Il s'est inscrit et puis il s'est mis au sax. Mais une petite anecdote, on n'en finit pas. Une fois qu'il faisait un concert, parce qu'il avait un instrument qui était de sa taille, le saxo. Et moi, j'étais toujours là, je le regardais, on a été au concert, et je le regardais. Alors, à chaque fois, quand il faisait une note, j'avais une espèce de pli, je souffrais à l'intérieur. Je me dis, mon Dieu, mais c'est trop lourd pour lui. Je le regardais, mais j'avais une mine. Je dis, mais il souffre en souffrant dans ce truc-là. Nous, on le voyait, il n'était pas grand. Et puis, après, il est venu me voir, on était avec Sissi et tout. Il est venu me voir, il me dit, bébé, n'aie pas peur.
je veux pas avoir une hernie, hein. Il dit oui, et je veux pas tuer, je veux pas mourir, c'est debout. Je sais, mais c'était l'expression du visage quand je voyais qu'il sifflait, il faisait ces trucs, et je voyais ce gros truc dans ses mains. Alors donc, ouais, c'était l'expression du visage. Je me suis dit, mon Dieu, il aura mal. Et mon Dieu, ces petites graines vont descendre. Et puis voilà. Et après, je me dis, oui, bébé, ne crains pas. Hein. Je ne veux pas avoir une hernie. Je ne veux pas avoir ça va me jeter. Je sais siffler dedans. Voilà. Je suis très contente de vous avoir entendu. Moi, je dois partir. Oui, Oui, absolument. merci à vous deux. Et puis c'était une belle rencontre et je vais essayer de faire quelque chose avec toutes ces choses qui ont été dites, en tout cas. Merci Arnaud et bonne chance à votre galerie, à votre exposition. Et au revoir. Oui. Et puis, Au revoir Béatrice. merci beaucoup. Hein. Ça a été un moment extraordinaire. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, Francine. Au revoir. Je suis vraiment obligée de partir là. Oui, je coupe aussi. D'accord. Oui, d'accord. Je coupe. Au revoir. Au revoir. Au revoir.